Bonjour, je suis Anne-Christine Barbeco, doula, sophrologue, auteure et spécialiste de l'hypersensibilité pendant la maternité. J'ai à cœur de partager avec vous des rencontres avec des experts dans des domaines plus ou moins éloignés de la maternité. Vous découvrirez des liens surprenants et ils vous apporteront des connaissances et des outils pour mieux vivre votre hypersensibilité pendant cette période si particulière de votre maternité. Je vous souhaite de belles découvertes. Bonjour Natacha, Bonjour Anne-Christine, comment ça va? bien et toi? Oui, très bien. Très excitée d'être là aujourd'hui avec toi. Je pense qu'on va avoir un bon sujet. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Natacha, je t'ai découvert il y a quelques mois dans une conférence dans laquelle tu parlais de microbiote et d'hypersensibilité. Et ça a été pour moi comme une révélation parce qu'on parle beaucoup d'alimentation pendant la maternité, mais on fait pas forcément le lien en fait avec le microbiote et l'impact que ça peut avoir sur cette hypersensibilisation qu'on a en gros du début de la grossesse jusqu'à bien après la naissance du bébé dans un postpartum élargi, on va dire très très long. Voilà. Et donc toi, tu es une spécialiste de la nutrition. C'est vraiment ton domaine d'expertise. Et le mieux, c'est peut-être que je te laisse te présenter d'abord. Merci. Oui, donc moi j'ai étudié en nutrition à la base, puis après je me suis spécialisée dans une approche qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Puis même si le nom de l'approche s'appelle médecine fonctionnelle, c'est pas de la médecine en tant que telle, c'est juste le nom de la certification parce qu'à la base c'est des médecins qui l'ont créé. C'était des médecins qui recherchaient le pourquoi de certains symptômes qu'ils voyaient souvent chez leurs patients, que ça soit, OK, cette personne a un diabète ou de la douleur ou quoi que ce soit. Et c'était comme si des fois les médecins se sentaient les mains liées dans le sens que comme, OK, je peux juste lui donner un anti quelque chose, un antidouleur, un anti-inflammatoire, etc. Mais pourquoi est-ce que ça c'est en train d'arriver? Et c'est là que cette approche un peu s'est créée parce qu'ils regardaient un peu plus profondément au niveau du microbiote, au niveau des hormones, au niveau de notre style de vie. Et donc, c'est vraiment euh, une approche très intéressante parce que c'est un peu comme le juste milieu entre la médecine très scientifique et la médecine alternative parce qu'on utilise les laboratoires pour aller évaluer le microbiote. Donc, c'est un peu comme la science qui vient dicter tout ce qui se fait plus au niveau du style de vie. Donc, vraiment une super, super belle approche. Puis moi, j'ai été très chanceuse parce que je l'ai attrapé, je l'ai apprise à travers le docteur Brouillard, qui lui est un médecin de famille, mais qui se spécialisait dans la douleur chronique. Sa femme avait des gros problèmes de douleur et il l'amenait d'un spécialiste à l'autre. Donc, moi, je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui était douleur chronique, fatigue chronique, auto-immunité, maladies complexes, grosses maladies digestives. Mais moi, ce qui me passionne le plus, c'est vraiment de parler de la thématique de la maternité parce que quand on regarde, c'est quand que le microbiote est créé pour un bébé, ben ce microbiote est transféré pendant la grossesse. Et donc, euh, on entend de plus en plus parler du microbiote et de l'importance du microbiote, mais c'est encore des fois encore flou, on ne sait pas trop c'est quoi, puis on va en parler un peu avec le lien avec l'hypersensibilité, mais la plus grosse clé que si jamais les gens peuvent juste ressortir avec une chose de la session d'aujourd'hui, c'est de savoir que la flore que la maman va avoir avant de procréer est celle qu'elle va transmettre pendant la grossesse. Donc, le plus gros travail se fait même avant la grossesse. Et on va en parler parce que c'est pas juste chez la maman, c'est chez le papa aussi. Il y a des choses qui se font avant. Et c'est là que moi, c'est là que j'ai juste les frissons à toujours en parler. Quand les parents font un 3 à 6 mois de protocole avant de commencer à procréer, c'est là que on est capable de changer complètement le microbiote de l'enfant et de voir vraiment des shifts énormes au niveau de la santé, de la génération
de la future génération un peu d'un seul coup. Parce qu'on le voit un peu maintenant dans les statistiques, c'est 60% des bébés qui ont des reflux, qui sont médicamentés à même pas 6 mois de naissance. Mm. Si jamais on regroupe un peu les 4 A qu'ils appellent un peu en anglais, les, les allergies, les problèmes de peau, euh, en termes de toutes les allergies de peau aussi, mais aussi les déficits d'attention et l'autisme, les chiffres ont juste augmenté, mais de façon exponentielle. Si on comparait juste les 10 dernières années aux 10 dernières années d'avant et aux dernières années d'avant. Donc, on est en train d'avoir de plus en plus de problèmes de santé qui sont reliés à cette flore qui est transmise d'une génération en génération, qui est de pire en pire. Donc, déjà, ces bébés arrivent au monde avec un retard par rapport à la génération passée en plus de tout le monde de transformation alimentaire, de pollution, de stress, de sédentarité. Donc, ça fait que, en termes de complexité, ça devient très difficile pour la future génération d'être aussi en santé. C'est pour ça qu'on voit autant de difficultés, de stress ou autant de difficultés à l'école chez les enfants de nos jours, alors qu'on voyait pas autant ça. Et oui, il y a aussi une question de maintenant on est capable de mieux diagnostiquer, mais on voyait pas ça autant Ouais. il y a 50 ans. Euh, donc, pour parler un peu plus de l'hypersensibilité, puis juste de faire un peu un survol de pourquoi est-ce que le microbiote est important pour la Alors, santé. Natacha, je me permets juste de t'interrompre, mais est-ce que pour les gens comme moi qui sont vraiment pas des experts de ce sujet, tu pourrais nous définir ce que c'est que le microbiote en fait? Exact, exact. Donc, le microbiote, c'est la flore digestive, d'accord? Donc, c'est les bactéries qu'on a dans notre système digestif qui, eux, sont justement là pour faire la défense de quoi que ce soit qui rentre dans notre système. Rappelez-vous, on mange 3 fois par jour. Et donc, ces bactéries sont notre première défense en, en, en avant, en amont de notre système digestif qui est comme une barrière physique, d'accord? Ok. Ces bactéries-là, dans notre système digestif, représentent 60% de notre flore bactérienne de notre corps, parce que si on calcule juste le nombre de cellules de ces bactéries comparé à nos cellules humaines, c'est 90% de nos cellules qui sont ces bactéries-là. Et nous, D'accord. on est juste 10% humains finalement. Donc on est juste Ok. des transporteurs pour ces bactéries. Et ces bactéries nous influencent tellement dans le sens que ils vont, par exemple, on a un microbiote sur la peau, on a un microbiote au niveau de nos ORL, donc toutes les ouvertures, la flore vaginale. Mhm. Donc c'est ces bactéries-là qui sont constamment en train de faire une défense. Et si jamais ils font pas une défense, ils peuvent à ce moment-là créer plus d'inflammation. Et à ce moment-là que cette inflammation crée plus de problèmes. Donc, il y a de grosses études qui montrent un lien avec non seulement les maladies digestives, mais les maladies auto-immunes, donc au niveau du système immunitaire, les maladies de peau, les maladies d'allergie, donc tout ce qui est système immunitaire, mais aussi au niveau du diabète, cholestérol, que pour moi, c'était sûr Ok. que c'était juste relié à l'alimentation, ça. Mais Ouais. maintenant, il y a des études qui prouvent que on a certaines bactéries qui vont faire qu'on va stocker plus de gras. Donc, même si jamais on n'a pas de maladie en tant que telle, mais qu'on a de la difficulté à perdre du poids, ça peut être lié à ce qu'on ait un déséquilibre au niveau de nos bonnes bactéries et certaines mauvaises bactéries qui vont faire que même si on mange du céleri toute la journée, qu'on va stocker du gras. D'accord? Ok. Donc, donc ça, c'est juste pour montrer un grand aperçu d'à quel point, mais l'aperçu que souvent les gens euh, euh, sont le moins en conscience parce que c'est comme, on a l'impression que ça reste dans le système digestif, mais en fait, nos messagers dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle un peu nos neurotransmetteurs, euh, Mhm. nos messagers dans le cerveau sont produits de 60 à 95% par nos bonnes bactéries. Et justement, Ok. le messager du bonheur, qui est la sérotonine, est produit à 95% par nos bonnes bactéries digestives. Donc, quand on comprend maintenant que au niveau de comment qu'on gère comment qu'on perçoit les choses dans notre vie, comment qu'on se lève le matin, est-ce qu'on est comme plein d'énergie, on est heureux à commencer notre journée, ou est-ce qu'on a de la difficulté à se concentrer ou quoi que ce soit, tout ça peut être aussi relié
à nos bactéries. Ok. Et c'était super intéressant quand que j'avais été invitée au congrès de douance et d'hypersensibilité. Pour moi, en fait, je ne connaissais pas tant que ça l'hypersensibilité jusqu'à ce que je rencontre Nathalie Alcine dans des différentes formations, puis que là, différentes personnes, des fois, il y a des synchronicités qui arrivent dans notre vie, puis différentes personnes qui m'en parlent, parce que des fois, c'est pas comme si c'est catégorique, tu l'es ou tu l'es pas. Des fois, il peut y avoir un peu une variété. Mm. Et je me suis rendu compte finalement que j'étais quelqu'un d'hypersensible de par ce qui était arrivé dans ma vie. Et c'est pour ça que j'avais eu beaucoup de problèmes digestifs dans mon enfance. Parce que quand on est hypersensible, on ressent beaucoup plus tout ce qui vient de notre environnement, que ça soit la lumière, le son, ce que les autres sont en train de nous dire, ce qu'ils sont même pas en train de nous dire, on peut le ressentir. Mm. Et toutes ces choses font que nos sens sont allumés et envoient des messages à notre système. Et parce que notre système nerveux est énormément connecté à notre système digestif, et ça, souvent, les gens peuvent le ressentir, hein. Des fois, quand on est stressé, on peut avoir un peu plus de sel molle ou un peu plus de, Mm. de, de, de ballonnement ou des choses comme ça, parce qu'il y a un énorme lien entre le cerveau et l'intestin. Et ce lien se fait à travers ce qu'on appelle le nerf vague, qui est juste ici et qui justement Ok. communique entre le cerveau et l'intestin. C'est pour ça qu'on l'appelle beaucoup maintenant notre deuxième cerveau, l'intestin, Ouais. parce qu'il Mhm. y a beaucoup ce contrôle-là. Donc, quand on est hypersensible, on envoie encore beaucoup plus de messages à notre système digestif qui est en danger. Et qu'à ce moment-là, il faut un peu réadapter nos hormones pour se préparer à soit se battre ou à fuir. Et comment ces hormones sont faites, c'est qu'elles sont spécifiquement ce qu'on appelle l'hormone du cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, l'hormone du stress, c'est la même hormone que l'hormone de l'inflammation, mais en tant qu'humain, on n'est pas supposé vivre du stress pendant très longtemps. On est supposé avoir un danger, courir, s'échapper du lion, puis après ça, se reposer. Mais au rythme qu'on a de nos jours de stress, de notre style de vie, mais en plus, si on est hypersensible, ça amène tout à une coche Mm. plus élevée. Et donc, notre système digestif devient encore plus impacté par ça, ce qui fait que ça change le ratio de notre flore et qui fait que à ce moment-là, on n'a pas autant de bons messagers dans le cerveau et ça devient vraiment comme un cercle vicieux. Ok. Donc, C'est ça qu'on appelle un peu cette inflammation chronique. exact, Ok. exact. Parce que des fois, on peut avoir un stress chronique qui crée de l'inflammation Ouais. chronique, mais des fois, c'est le stress qui peut tellement avoir impacté le système digestif que c'est le système digestif qui va commencer à créer du stress, ben, de Ouais. l'inflammation. D'accord. En fait, ça s'auto-alimente. Exact. Mm. D'accord. Donc, par où commencer, des fois, c'est pas facile parce que, en fait, c'est vrai que moi, je parle toujours on veut commencer par essayer d'incorporer de meilleures habitudes. Et souvent, maintenant, on parle beaucoup d'alimentation, ce qui est une excellente Oui. chose. Mais moi, il y a une phrase que je répète très, très souvent et qui est des fois surprenante, mais souvent je dis, on surestime l'impact de l'alimentation de nos jours, qui est, comme je disais, pas une mauvaise chose parce que maintenant on en parle de plus en plus, mais on sous-estime complètement l'impact du stress. Et ça, là, même si tu as la Mhm. parfaite alimentation, mais que tu vis beaucoup de stress, et que disons que de manger très très bien t'amène plus de stress parce que tu n'as pas l'effet social ou quoi que ce soit, là ça devient encore plus un cercle vicieux Ok. et le stress impacte beaucoup plus ton système digestif que une alimentation hyper transformée ou quoi que ce soit. Donc des fois, juste de commencer par une meilleure gestion du stress. Et c'est là que des doulas rentrent en compte très très Mm. bien parce que vous êtes là pour vraiment supporter une femme pendant cet énorme changement qu'une femme peut vivre. Et donc des techniques comme ça qu'on peut apprendre parce que pendant la grossesse, le plus que une femme va vivre, et là je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est juste parce que c'est sur le sujet, le plus qu'une femme va vivre du stress pendant la grossesse, il y a des études qui ont montré que c'était relié ça doublait le risque de diabète chez l'enfant plus tard. Ok. Donc, juste cet effet qu'on appelle l'épigénétique, de Mm. comment notre génétique va s'exprimer, cette génétique va s'allumer ou s'éteindre en fonction de ce que la mère va faire pendant la grossesse, pendant que le système nerveux est créé au complet. Mm. Donc, déjà, si on peut commencer à faire des petits changements. Et là, c'est sûr que c'est pas toujours facile. Puis on va en parler à la fin parce que moi, je me suis beaucoup
même si j'étais très spécialisée dans la douleur chronique, après avoir aidé, nous, on a toujours eu une grosse liste d'attente ou quoi que ce soit, donc on avait beaucoup, beaucoup de personnes dans nos programmes cliniques. J'avais toujours ce petit feu intérieur qui disait, Natacha, tu as besoin de faire plus. Parce que si ces personnes-là, qui viennent te voir après 20 ans de douleur, de souffrance, avaient fait certaines choses au début, ils auraient pu prévenir beaucoup Mhm. d'années de Super. justement de perte de vitalité, de perte Mhm. d'événements où on danse, où on scie, de plaisir dans notre vie. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à qu'est-ce qu'il faut pour changer ses habitudes. Ça, on va pas trop en parler dans cette session parce que je veux qu'on Ouais. soit beaucoup sur Bien sûr. l'accouchement. Mais je dirais, venez me suivre sur ma page parce que je donne plein de trucs là-dessus. Et justement, en novembre, on va faire ce qu'on appelle un peu le festival de la vitalité qui est vraiment à propos de vous donner l'expérience de c'est quoi qu'il faut pour réussir à changer ses habitudes. Et la clé, c'est la célébration. Le plus qu'on célèbre nos micro-actions, le plus que notre cerveau va Mhm. vouloir le faire. Et moi, je donne toute la séance de quelles sont les micro-actions qui vont nous donner le plus grand bénéfice pour que justement on puisse gérer ce stress, cette inflammation, quoi faire au niveau de l'alimentation, etc. Donc, ça, c'est un peu comment le microbiote, si jamais il est inflammé, ça peut causer des problèmes. Mais Mhm. des fois, on peut aussi être porteur de mauvaises bactéries comme des parasites ou des champignons ou des mauvaises bactéries. Et là, ça fait que ça crée encore plus d'inflammation et c'est souvent ça qui fait que on a encore plus de problèmes de santé. Comme par exemple, il y a certaines personnes qui vont dire, même avec des bons aliments comme des probiotiques ou des brocolis, des choux-fleurs, des fibres, de l'ail, de l'oignon, des avocats, même avec ces aliments, j'ai beaucoup de ballonnements. Souvent, quand on arrive à moins bien tolérer ces aliments qui sont supposés être bons pour notre santé, ça veut dire que nos mauvaises bactéries ont pris tellement de place qu'ils sont Mhm. rendus à la mauvaise place dans notre système digestif et là sont en train de fermenter tous nos aliments. Et donc à ce moment-là, souvent quand on est rendu là, c'est là qu'il faut un programme plus intensif pour travailler et réparer la flore. Et c'est drôle parce que moi, dans mon expérience personnelle, euh, ça fait environ, ça fait presque 12 ans que je connais mon mari. Ça fait 7 ans qu'on est mariés. Et à cause qu'on était tout le temps très, très, très occupés à la clinique, j'avais toujours repoussé mon projet famille. Mais là, il commence à reprendre le devant. On a fait beaucoup de changements, justement. On a arrêté de faire les programmes cliniques en individuel. Là, on a commencé à les faire en format de groupe pour me permettre d'avoir plus de temps et de pouvoir continuer Ok. même à travers une grossesse ou quoi que ce soit. Mais et donc, j'avais commencé mon protocole prénatal de quoi faire avant. Et là, on va parler de ça un tout petit peu, juste côté alimentation, avant de parler du microbiote, d'accord? Parce qu'il y a certaines bases qui sont très importantes. Et ça, on en entend souvent parler, l'acide folique, que combien Oui. c'est important. Mais il y a une chose encore plus importante par rapport à la forme de l'acide folique. Parce que maintenant, et ce qui est beaucoup arrivé dans les dernières années, c'est que là, on est en train de supplémenter beaucoup de alimentation de base aussi avec de l'acide folique. Mais l'acide folique n'est pas la partie active que le corps peut utiliser. C'est Ok. plus la partie qu'on appelle les folates. C'est cela qu'on va retrouver un peu plus naturellement dans l'alimentation, dans les légumes ou dans une supplémentation qui a ce qu'on appelle un peu MTHF folate ou 5. D'accord. C'est ce qu'on appelle des méthyltétrahydrofolates. Euh, Ok. c'est comme la seule forme de supplémentation qui a cette vitamine B active. Et pourquoi que je parle de cette vitamine B active? C'est parce que environ, si je me rappelle bien des statistiques, c'était entre 30 à 60% des femmes ne sont pas capables de activer correctement génétiquement cette vitamine. Et donc, quand elles reçoivent l'acide folique en synthétique, ça crée encore plus de problèmes à activer la vitamine parce que l'acide folique bloque la conversion, ce qui fait que même les folates de leur alimentation sont plus capables de les utiliser. Ah oui, donc non seulement elles n'ont pas le bénéfice du médicament, mais en plus, ça vient au contraire, du coup, casser la synthétisation du naturel, quoi. Exact. Ok. Et
Parce que là, on supplémente à des grosses quantités, on n'a pas les mêmes problèmes de système nerveux qu'on verrait chez les enfants, comme la spina bifida ou quoi que ce soit, mais on se retrouve avec des enfants qui ont un peu plus souvent des freins de langue. Est-ce que, Ouais, et on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, hein. énormément, Énormément. à cause de ce manque de capacité d'activer cet acide folique pendant que le système nerveux se crée pour l'enfant, Ok. ça fait que les enfants, puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un frein de langue, c'est vraiment quand que l'enfant n'est pas capable quand il a la bouche ouverte, Mm. de toucher sa langue au palais, qui est le fonctionnement le plus important pour sortir, pour Pour compresser allaiter. et Mm. aller chercher le lait et Et donc ouais. faire une succion. Et créer toute la mâchoire, le cerveau, c'est tellement important ces 6 premiers mois, c'est la première année d'allaitement pour vraiment bien créer le cerveau. Euh, et donc, ça, c'est une des premières choses. L'acide folique en version euh, active. Nous, sur notre boutique en ligne, à boutique.universvital.com, il y a j'aime beaucoup, c'est comme des petits sachets avec exactement tout ce que la femme a besoin comme nutriments. Et c'est fait sous petits sachets qu'elle peut prendre à tous les jours. Donc, on n'a pas besoin de prendre plusieurs bouteilles ou figurer qu'est-ce que c'est parce qu'il y a, oui, l'acide folique, mais il y a aussi l'oméga 3. Que malheureusement, même si on parle d'oméga 3 tout le temps, j'ai été vraiment surprise de voir combien de femmes n'en prennent pas vraiment. Euh, Alors que c'est crucial pour le développement du cerveau de l'enfant, parce que même pour les enfants, hein, souvent quand ils sont à l'école ou quoi que ce soit, s'ils n'ont pas des oméga 3, les oméga 3 c'est ce qu'on appelle des gras essentiels, ça veut dire que le corps n'est pas capable de les produire. Il faut absolument qu'on les ait dans notre alimentation. Donc oui, on parle de poisson, mais des fois on n'en consomme pas assez. Et donc, pendant la grossesse, juste d'avoir ce petit sachet qui a la choline, vraiment tous les nutriments, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Juste pour qu'on ait L'idéal, c'est même de le prendre avant, du coup. C'est ça? Dès qu'il y a très le projet. exact. Moi, je dis Ok. toujours 3 mois minimum avant serait l'idéal de Ok. commencer à le prendre, même si Mais des pour fois, celles qui sont enceintes et qui nous écoutent, c'est pas trop tard. c'est pas trop tard. Et, et c'est drôle parce que des fois, ma mère, elle me dit, mais t'exagères pas un peu avec toutes tes informations? Parce que moi, j'ai tellement vu d'études, de liens, d'effets, si jamais tu vis ça, si jamais c'est ça qui peut arriver, d'études scientifiques qui montrent ces liens. Et ma mère, elle me dit, mais nous, dans le temps, on faisait rien de tout ça et on avait quand même des enfants ou quoi que ce soit. Et oui, c'est pas faux. Mais Oui, c'est sûr que l'alimentation était beaucoup moins transformée, il y avait beaucoup c'est moins de ça. stress, beaucoup moins de pollution. Tu sais, on est dans un environnement différent. Mais oui, on peut commencer à n'importe quel moment et faire ensuite. Je sais qu'à un moment, moi, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, mais mon médecin m'a recommandé cette capsule de prénatal. Il dit, c'est pas la bonne forme. Puis là, on a vu que ça disait folate, mais c'était la forme d'acide folique quand même. Puis après, je regardais les ingrédients, puis il y avait plein de colorants, de rouge, FDC. Je suis comme, Ah, pourquoi ils mettent ça dans une formule? ah, Je suis comme, c'est là qu'on veut. En fait, ils ont fait des études où ils ont mesuré dans le cordon ombilical d'un enfant, il y avait plus de 300 produits chimiques. Juste dans le cordon ombilical, là, ça, avant que le bébé sorte, ouais, il il, est même pas né. il est déjà en contact avec tous ces Ouais. différents produits chimiques. Ok. Donc, c'est très important de voir qu'est-ce qu'on met sur notre peau, qu'est-ce qu'on met, euh, qu'est-ce qu'on est, les produits qu'on utilise pour faire le Ouais. ménage à la Et qu'on maison, respire. qu'est-ce qu'on respire, Mm. En le- général, les chambres du bébé, c'est quelque chose sur lesquels j'attire l'attention. C'est pas la oui, peine de peindre juste pendant la grossesse, d'acheter des meubles neufs qui vont évaporer un certain nombre de produits chimiques. Tout ça, faut vraiment y prêter attention. très, très vrai. C'est toutes des petites choses qui s'accumulent. Ouais. Euh, et donc, mais en même temps, même si on a ces connaissances, c'est pas à propos de penser que, oh mon Dieu, j'ai fait ça, donc là, j'ai foiré quelque chose. Non, on peut pas faire d'erreur. Et moi, je pense vraiment sincèrement que tout est en ligne dans la vie. Et donc, qu'on veut pas stresser avec quoi que ce soit qu'on ait fait. Si jamais il est supposé arriver quelque chose, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Souvent, on le voit pas quand on est dedans. Mm. Quand on regarde en arrière, on fait comme ah, ok. Je comprends.
Exact. Donc, de ne pas stresser si jamais on n'a pas pris ces multivitamines ou quoi que ce soit, juste Ouais. essayer de propager l'information le plus possible pour que le plus de personnes puissent être au courant Mm. avant. Et c'est là que c'est pas juste la femme. Donc, moi, j'aime que la femme fasse un 3 à 6 mois avant et Mm. l'homme, c'est crucial qu'il fasse un 3 mois avant. Je vais expliquer pourquoi. Ok. Alors Et ça, on n'en parle jamais, hein. on en parle, mais jamais, Jamais. Ouais. jamais. Et en fait, moi, c'était une de mes professeurs à l'université McGill qui faisait des recherches euh, elle démontrait que l'homme aussi avait besoin d'acide folique et c'était relié à la qualité de son sperme. Et Ok. c'est pas juste une question d'acide folique. Si jamais, par exemple, l'homme prend beaucoup d'alcool ou fume ou prend des drogues ou quoi que ce soit, ça impacte aussi la qualité de son sperme. Mm. Et comme le sperme a une durée de vie de 3 mois Mm. au niveau des testicules, ben, si jamais on n'a pas pris d'acide folique, ben, c'est vraiment 3 mois après que là, le Ouais. sperme commence à être de bonne qualité, Mm. malheureusement. Mais, mais, euh, moi, c'est quand que j'ai vu la science qui montrait que environ 50% des fausses couches étaient reliées à une moins bonne qualité de sperme. Ça, pour moi, Ok. ça m'a choqué parce que Ouais. souvent, quand une femme fait une fausse couche, il y a énormément de culpabilité. Et on Mm. pense jamais que c'est à cause de l'homme, parce que ben lui, il a fait son côté de fertilisation, donc alors, ça s'est implanté. Donc on croit que l'homme a fait son travail, que c'est pas du tout chez lui le problème. Mm. Mais si jamais l'ADN de l'œuf qui a été fertilisé par le sperme est pas de bonne qualité, c'est là qu'il va y avoir un rejet. Mm. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a tellement mais surprise parce que je me suis rendu compte que combien de femmes et ça j'en avais vu des femmes qui venaient dans mon bureau puis qui me disaient j'essaie tout, je fais, et puis ils en faisaient des choses. Et là que je m'étais rappelé de leur mari qui Mm. fumait, qui Qui buvait, qui fume, qui ci. boit. Ouais. Mm. Et c'est tellement venu me chercher parce que c'est vrai que c'est de plus en plus prévalent aussi, les fausses couches. Mais Mm. ça aussi, il faut en parler parce que souvent, les femmes vont se sentir très isolées. Mm. Donc ça, c'est deux choses de avant, l'acide folique, même pourquoi pas que les hommes prennent souvent, pour les femmes, il y a le Wellness Essentials Pregnancy, et les femmes, il y a le Wellness Essentials Men. Et les hommes, il y a le Wellness Ok. Essentials. Donc, chacun a leur petit sachet. Pendant 3 mois, on fait ça. C'est sûr qu'il y a d'autres choses aussi parce que le plus qu'on peut travailler sur la flore aussi. Donc là, nous, on est en train justement, on est dans la première partie de phase test, de changer nos programmes cliniques à un plus petit programme, mais en format de groupe. Et avant, nos programmes cliniques étaient de 6 à 12 mois pour rétablir la flore. Ça, c'est sûr que c'était pour des cas très complexes. Mais là, Mm. on est en train de le tester en formule de 3 mois où on a condensé les choses encore plus. Et donc, si ce programme fonctionne, ça va être tellement parfait parce que justement, moi, comme je le disais tout à l'heure, j'étais en train on commence un peu ce processus. J'étais sur mes prénataux, puis après, on a voyagé à plusieurs places pour aller voir un peu où est-ce qu'on allait habiter. Puis là, c'est décidé, ça va être le Mexique. Mais avant ça, on avait passé un 2, 3 mois au Costa Rica. Et ce qui est arrivé au Costa Rica, c'est que euh, on était à une place pour 5 semaines, puis après les 5 semaines, en faisant nos valises, j'ai vu qu'il y avait de la moisissure partout entre nos habits. Et là, quand il y a autant de moisissures comme ça c'est comme tous des champignons que quand tu t'en vois dans tes habits, pas juste un peu dans la salle de bain ou quoi que ce soit, mais quand tu en vois dans tes habits, ça veut dire que tu en as respiré énormément. Oui. Oui. Et à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir un peu plus de nausées ou quoi que ce soit. Au début, je me disais, bon, est-ce que je suis enceinte? On est encore en train de se protéger parce qu'on était sur notre protocole prénatal. Mais je me disais, bon, peut-être que l'univers voulait ça. Et après, je me suis rendu compte que j'avais comme déstabilisé ma flore en ayant vécu dans cette place qui avait énormément de moisissures. Donc là, Ok. le programme de 3 mois, je suis en train de le faire sur moi aussi avec les tests avant, après, parce que là, on est en D'accord. forme de test. Mais on va le voir justement, qu'est-ce que ça va faire. Puis ça serait une super belle façon de, si jamais on a des doutes qu'on n'a pas une bonne flore, de pouvoir travailler là-dessus très facilement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup parce que ça va le rendre plus accessible, parce que en forme de groupe aussi, il y a une énorme motivation ensemble, c'est plus court. Donc ça, c'est toutes des petites choses pour travailler au niveau de la flore. Donc on a parlé acide folique,
oméga 3, la flore. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire avant, d'accord? Est-ce Après, que cette flore, du coup, elle est changée par la grossesse? Est-ce que le processus hormonal, par exemple, vient changer la flore intestinale? excellente question. Souvent, c'est pas direct, c'est parce que, en fait, quand on tombe enceinte, la progestérone monte énormément. Et Mm. la progestérone, c'est un peu l'hormone de sécurité, que tout va bien. C'est pour ça que, justement, quand on est en stress, il y a un gros équilibre entre l'hormone du cortisol et l'hormone de la progestérone. Si on vit trop de stress, le cortisol va tout prendre notre progestérone et on va inverser nos ratios. Et c'est pour ça qu'une femme ne peut pas tomber enceinte si jamais elle vit trop de stress. C'est un moyen de défense, justement, parce que le corps pense qu'il y a un danger ou quoi que ce soit. Donc, en gros, c'est pas, c'est pas directement que les changements hormonaux vont avoir un impact, mais c'est indirectement parce que euh, le fait que la progestérone monte plus, ça fait que le corps est plus détendu. C'est une hormone qui calme beaucoup et donc indirectement, ça n'a pas le même effet de cortisol qui déstabilise la flore. Donc beaucoup de femmes qui, Ok. par exemple, avaient de la douleur chronique ou de la fatigue chronique avant, là, pendant la grossesse, tout d'un coup, leurs douleurs disparaissent ou pas. Des fois, ça peut être déclenché, ça peut vraiment, ça fait comme un reset, tout ce Mm. changement d'hormones. Ok. Natacha, est-ce que tu pourrais maintenant nous expliquer comment ce microbiote, il vient influencer en fait cette hypersensibilisation que les femmes ressentent pendant leur grossesse? Ouais. Et en fait, c'est souvent un peu comme ce qu'on disait justement il y a quelques minutes de l'hormone de la progestérone, qui, elle, est une hormone qui calme ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que pour les personnes qui sont hypersensibles, ils vont quand même avoir un cortisol très élevé. Et c'est là que ça fait que leur ratio qu'ils devraient avoir entre une progestérone très, très élevée pour dire que tout va bien, les influence beaucoup. Et le plus que ce cortisol est élevé, le plus qu'il impacte notre flore et le moins qu'on a ces messagers au niveau de notre cerveau qui nous disent que les messagers du bonheur, qui font qu'on se sent bien. Et c'est sûr que parce que c'est une énorme transition dans la vie d'une femme, la vie change pendant la grossesse, puis surtout pour le après. Mhm. Euh, c'est quand même beaucoup de choses qu'une femme peut ressentir, surtout si jamais elle a de l'hypersensibilité. Mais la grossesse, c'est un peu comme un peu cette transition qui nous fait commencer à se préparer pour ce changement qu'on est en train de Ouais. vivre. C'est probablement quelque chose que tu Ouais, peux discuter longtemps. c'est ça, ça me parle beaucoup. Et de commencer à avoir cette communication avec cet être qu'on va accueillir, de commencer aussi à avoir cette connexion, de commencer à préparer le nid, etc. Mais au niveau du microbiote, le plus qu'on est en lacune avant, le plus qu'on va avoir des difficultés. Et des fois, il faut aussi garder en tête que la progestérone peut faire qu'elle relaxe aussi beaucoup les intestins, ce qui fait que des fois on peut avoir un peu plus de constipation, un peu plus de diarrhée. Donc des fois ça peut comme causer des symptômes digestifs Ouais. sans que ça soit problématique ou pas. C'est juste les hormones qui sont en train de faire ça. Donc ça, je Ok. m'inquiéterais pas trop à propos de ça. C'est juste que des fois, on va être un peu plus sensible, mais en termes de gestion de stress, c'est la partie la plus importante, d'aller prendre une marche, d'aller, toutes ces petites choses. Puis c'est drôle parce que dans, moi, j'ai un peu deux programmes. On a les programmes cliniques qui vont vraiment en profondeur pour resetter la flore et avec toutes les étapes de nos différents systèmes, de notre corps, les hormones, etc. Mais j'ai aussi le programme Vitalité pour moi, qui est vraiment un programme un peu comme un genre d'encyclopédie à travers toutes les différentes sphères de la santé, que ce soit l'alimentation, l'exercice, le sommeil, la gestion de stress. Et je donne des petits trucs, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, de comment changer nos habitudes. Et donc, Mm. des petits trucs comme prendre une marche après manger. Déjà diminue notre hormone de sucre qui, en fait, toutes nos hormones sont constamment en danse avec l'une l'autre. Si une est élevée et qu'elle reste trop élevée pendant trop longtemps, c'est là que ça peut impacter les autres hormones. Donc, de prendre une marche après manger, ça peut être une des plus belles choses qu'on peut faire pour non seulement Ok. rester actif, mais notre hormone de sucre, pour qu'elle n'impacte pas trop nos autres hormones, qu'elle puisse descendre très rapidement. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut déjà commencer à établir avant, qui peuvent aider. Mais
Des fois, tu sais, on pourrait en parler pendant des heures, puis j'ai parlé un peu des choses les plus importantes du avant, du pendant, mais si je pourrais dire une chose qui est importante, que des fois, quand je regarde des comptes d'autres femmes qui tombent enceintes, puis que des fois, quand je suis sur les médias sociaux et que je me rends compte du niveau de connaissance dans, dans les masses, en fait, dans la Mhm. population, je me rends compte qu'il y a beaucoup le mythe de «Ah, je suis en train de manger pour deux». Euh, Ouais. mais c'est pas à propos de manger deux fois plus, c'est à propos de manger Mhm. deux fois mieux. Ouais. Parce que la quantité que ce bébé va utiliser, c'est pas énorme. Donc, on n'a pas besoin de manger deux fois plus. Mais on Mhm. veut manger deux fois mieux en termes de qualité. Donc, moi, c'est ça que j'aime beaucoup mettre de l'emphase parce que je sais que des fois, je regarde, je dis, ah, les femmes, elles ont faim, elles ont des rages. Donc, leurs maris vont leur chercher n'importe quoi, des sucreries, quoi que ce soit. Mais ces sucreries ont un impact sur le microbiote et sur l'inflammation du corps et sur ce que le bébé reçoit comme signaux de ah, il y a beaucoup de sucre ou quoi que ce soit. Donc là, c'est comme s'il va commencer à développer aussi certaines tendances déjà dans le ventre de la maman. Donc c'est Il pas, devient déjà accro, en fait, au sucre, déjà à l'intérieur du ventre. c'est qu'il va commencer à avoir plus de sensibilité au niveau de ses hormones. Mhm. Euh, Ok. donc c'est toutes des petites choses comme ça euh, que, 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 que- qu'on veut faire juste un peu plus attention, côté qualité. Ok. Et par exemple, le collagène aussi, très important, donc que ce soit dans des bouillons d'os pour l'élasticité de la peau, pour avoir le moins de vergetures possible. Ouais. Toutes des petites choses comme ça. Je sais que dans Vitalité pour moi, comme c'est devenu une encyclopédie, je réponds aux questions de tout le monde une fois par mois. Et donc là, on a tout catégorisé par défi de santé ou quoi que ce soit. Donc là, les gens vont écouter les vidéos. Donc ça, je sais que je pense que j'avais passé 1 heure et demie juste sur mon protocole prénatal. D'accord. Donc, donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Ok. Mais ça, c'est le avant, le pendant, un peu les grandes lignes. Ok. Puis après, pendant l'accouchement, qui est Ouais. aussi une partie très importante. Pendant l'accouchement, un peu comme c'était quelque chose que tu m'avais demandé, tu sais, on parle beaucoup de l'ensemencement au Oui. passage. Euh, et c'est sûr que, donc, le bébé, le premier contact qu'il a avec des bactéries, c'est quand il passe à travers la flore Ouais. vaginale. Donc oui, pendant la grossesse, il est en contact constamment avec la flore de la maman, mais après, le deuxième contact un peu primaire, c'est la flore vaginale. Et donc, si jamais on est né par césarienne, on rentre en contact, le bébé rentre en contact avec les bactéries de l'hôpital. Mm. Et donc, c'est là que il y a des études vraiment qui ont montré que juste de prendre, parce que des fois on n'a pas le choix, on va avoir des complications au niveau Oui. de la naissance, Mm. mais juste de prendre une petite éponge et de Mm. la mettre dans l'ouverture vaginale, dans le canal vaginal, puis après de la ressortir et d'éponger le bébé Ouais. qui est par césarienne, juste ça était capable de reproduire le même effet au niveau du passage, du transfert de ces bonnes bactéries au niveau de la peau et au niveau dans la bouche et quoi que ce soit. C'est assez intéressant de voir ces Oui, études oui. mesurées spécifiquement. Parce que ça, c'est des choses que ça m'avait encore surpris il y a quelques années, j'avais été à une conférence pour médecins en pédiatrie il y a quelqu'un qui avait posé la question à propos de ça, puis tous les médecins étaient comme quoi? On ne ferait jamais ça, alors qu'il y a des études qui le montrent Oui. et c'est tellement simple. Et Euh, alors moi, tu vois, il y a quelques années, quand je me suis formée comme doublage, j'ai appris ça, l'importance quand le bébé naît en césarienne de le réensemencer. Mais en t'écoutant, en fait, je vais au-delà et je me dis, je réensemence avec quoi? Avec quelle qualité de flore, en fait? Parce que si la maman, elle a une flore qui est détériorée, ouais, alors certes, ce sera toujours mieux que les bactéries de l'hôpital, c'est sûr, mais voilà, c'est tout ce que tu viens de dire qu'on peut faire avant, en fait, qui est important pour que cette flore, elle soit de bonne qualité au moment du passage du bébé. exact. Et tu amènes un tellement bon point, parce qu'à un moment, par exemple, j'avais quelqu'un qui venait dans mon bureau, puis parce que après, donc la première partie, c'est par la flore vaginale, puis la deuxième partie, c'est par l'allaitement. À travers l'allaitement, c'est là qu'on transmet encore une grosse partie de notre immunité, de notre flore. J'avais des mamans qui m'ont rencontré
euh, après que l'enfant soit né et ils sont venus me voir plus parce que le bébé avait tellement de problèmes de peau, de réaction, il réagissait beaucoup au lait de la maman. Puis là, j'expliquais d'où ça venait, que la maman n'a pas une bonne flore, donc elle transmet un peu de l'inflammation à travers son lait. Ok. Et, en entendant ça, le premier réflexe que la mère a eu, c'est «Ah, je vais arrêter d'allaiter». Euh, Oh, mais c'est pas ça non, l'objectif. non. Le lait maternel serait encore plus bénéfique, même si on a une mauvaise flore, qu'un remplacement, parce que c'est pas à propos de euh, même si on transmet une moins bonne flore, ça peut se réparer. Et en fait, chez les enfants, dans leurs 2 premières années de vie, ça se répare encore plus rapidement, justement si on utilise des probiotiques. Et là-dessus, il n'y a pas autant de science qui a été étudiée, juste côté éthique. Les femmes enceintes, les femmes allaitantes, il n'y aura pas vraiment d'études qui seront faites parce qu'on peut pas, ça pourrait pas passer le conseil d'éthique. Et donc, en gros, c'est plus par expérience clinique que moi j'ai vu ça. Et en gros, euh, il y a deux petites choses qu'on peut faire rendu là. Donc, de continuer à allaiter, mais de mettre des fois des probiotiques juste autour du mamelon, sous forme de poudre ou en Ok, liquide, peuvent aider le bébé à commencer à changer sa flore parce que la flore qu'on développe dans notre première année devient un peu comme notre flore de base. Pas en termes de nos mauvaises bactéries, mais en termes de nos bonnes bactéries. Et en d'accord. fonction de ces bactéries de notre première année, c'est là qu'on va toujours avoir une meilleure défense que les autres ou pas. Et c'est pour ça que pour moi, j'enseigne toujours les gens à continuer à nourrir leurs bonnes bactéries sur le long terme. Parce que même si on enlève les mauvaises puis on reconstruit les bonnes, il faut continuer quand même à bien les nourrir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais le droit de pas les nourrir ou quoi que ce soit. Moi, c'est beaucoup la règle du 80-20%. 80% du temps, tu manges bien, le 20%, j'ai même pas besoin d'en entendre parler. D'accord? Donc, parce que sinon, c'est là qu'on vit plus de stress, ça devient comme le cercle Oui. vicieux. Ah, Donc, donc, c'est vraiment des probiotiques. Il existe des probiotiques pour bébés. Et sinon, l'autre chose que moi aussi j'ai remarqué qui pouvait aider les bébés, c'était euh, un acide aminé qui s'appelle la glutamine. La glutamine, c'est comme un acide aminé, c'est quoi? C'est quand on mange des protéines et qu'on les digère, ben, on se retrouve avec des petits blocs de Lego que nous, on va reconstruire comme muscles. Et donc, ces petits Legos, ben, il y en a différents. Puis la glutamine, c'en est un. Puis la glutamine, c'est la source préférée de ce qu'on appelle les cellules épithéliales. Les cellules épithéliales, c'est toutes nos cellules digestives et nos cellules de peau. C'est comme un peu d'accord. les barrières physiques qui ne doivent pas laisser rentrer comme la peau. Et le système digestif de la bouche jusqu'au derrière, c'est un tube qui laisse juste les aliments passer. Donc, c'est le même genre de cellules. Et justement, la glutamine, pour les grands brûlés qui leur peau à des gros degrés, on leur donne de la glutamine en intraveineuse pour que justement la peau se régénère très rapidement. Donc, j'ai remarqué que chez les bébés, quand on leur donnait un tout petit peu de glutamine, juste en même temps que les probiotiques, ça a aidé à donner cette protection pour réparer l'intestin un peu plus rapidement. Mais c'est sûr que tout le travail qu'on peut faire en amont, c'est encore mieux. Ouais. C'est vraiment là l'idéal. Et est-ce que si la maman prend des probiotiques, est-ce que c'est transmis dans le lait maternel? Excellente question. Euh, Ça va dépendre de si la mère a une flore OK. Donc, disons avant la grossesse, si on prenait des probiotiques puis qu'on se sentait mieux, oui, ça va faire une différence. Si jamais avant la grossesse, on prenait des probiotiques puis on les tolérait pas, tout ce qui était ail, oignon, chou-fleur, brocoli, on les tolérait pas, ça se peut que ces probiotiques créent plus d'inflammation parce que ils sont en train de nourrir les bactéries aux mauvaises places. Mais je, Hmm. mais je pense que ça vaut toujours la peine d'essayer. Ok. Mais des fois, on est rendu à trop un gros déséquilibre. Donc, des fois, il faut plus comme aller faire ce qu'on appelle un peu un régime d'éviction. Puis, je sais que sur ma chaîne YouTube, à un moment, j'avais fait une série avec différents experts et ça serait une bonne série que je continue à- quand on l'avait terminée, mais que j'ajoute d'autres experts un peu comme toi. On avait parlé à une chiro, une consultante en lactation, une nutritionniste spécialisée avec les allergies alimentaires et les intolérances alimentaires. C'est là qu'on avait parlé justement des régimes d'éviction, d'éliminer puis de réintroduire. Donc ça, c'est
vraiment comme moins le fun. C'est ce que j'essaye que les gens puissent prévenir le plus possible de ne pas avoir à faire parce que c'est difficile, c'est Oui. stressant et que c'est dans un moment où on est supposé être le plus en création de relations avec notre bébé. Donc, c'est pas Et puis on vit facile. déjà beaucoup de changements dans ce moment-là. Donc si en plus on doit rajouter quelque chose qui est pas forcément agréable en plus, Ouais, ouais, ça devient compliqué, quoi. ouais. Et tu vois, je fais le lien. Il y a beaucoup de mamans aussi qui enlèvent le lait de vache à ce moment-là parce qu'elles se rendent compte que leur bébé, il a du mal. Et donc, en général, c'est la première chose qu'on leur dit. On leur dit, est-ce que Exact. toi, tu prends du lait de vache? Ben, enlève-le. Et donc, elles le font, mais ça vient rajouter un stress, en fait. Ouais. Et Et donc, c'est compliqué. Et pourquoi est-ce que le lait de vache est en train de créer cet effet? C'est parce que la flore n'était pas bonne à la base. Donc, Mm. toutes des choses que si jamais ça avait été travaillé avant, il n'y aurait pas eu. Et si on regarde, la majorité des bébés maintenant naissent avec beaucoup de problèmes de peau. C'est comme des choses qu'on ne voyait pas avant, les bébés nés, les nouveau-nés. Il y avait comme toute une belle peau douce. Alors que là, on les voit avec tout de l'eczéma. C'est comme. Moi, ça me brise le cœur parce que Mm. je sais que la flore est beaucoup reliée. Ben, la peau est un miroir du système digestif parce Mm. que c'est le même genre de cellules, c'est le même genre de protection. Donc, c'est toutes des petites choses que le plus qu'on peut travailler en amont, le mieux. Mais des fois, il y a des petites choses qu'on peut faire quand même, mais pas de stresser si jamais. Comme par exemple, moi, j'ai des personnes quand on faisait notre programme clinique en individuel, j'avais des personnes que toute la famille faisait les programmes. Donc, disons que le père avait de la douleur et fatigue chronique, la mère voulait juste faire de la prévention, l'enfant avait un TDAH, mais les deux autres enfants avaient rien encore, mais qu'ils avaient 2 et 5 ans. C'est comme tout le monde, on le faisait Ouais. ensemble. C'était fou comment les autres enfants avaient beaucoup moins de difficultés que l'enfant le plus vieux. Donc, c'est toutes les petites choses qu'on Mm. peut prévenir. Euh, Ok. et une chose que je dirais qui est archi importante pendant le postpartum, donc pendant surtout les premiers mois où on est en train d'allaiter beaucoup, c'est les oméga 3. Ça m'a surpris de voir, des fois je parle à des femmes, des amis qui sont en train d'allaiter, etc. Puis je dis comment ça va, là, là. Puis, puis est-ce que ça va bien avec... Et qui sont en, en dépression postpartum. Et là, je leur demande, OK, comment ça va avec les suppléments? Puis combien qui me disent, ah, je suis pas capable, je suis même pas capable d'y penser. Et si tu en manques d'oméga 3, ton cerveau a tellement besoin d'oméga 3 pour fonctionner que si tu prends pas cet oméga 3, tu peux pas tu peux même pas bien te sentir. C'est une Mm. grosse charge où ton cerveau est en manque d'un de ces nutriments les plus essentiels pour se concentrer, pour bien fonctionner. Encore plus si jamais on a des jumeaux, parce qu'il faut comprendre en fait, c'est que quand on produit ce lait ça demande tellement d'énergie à notre corps, ça prend presque tous nos nutriments pour les condenser à notre enfant, qu'on en perd beaucoup de nutriments. Et donc, si jamais Mm. nous, on n'avait pas déjà de bonnes réserves, pour ça aussi, un autre des nutriments qui est hyper important avant la grossesse, c'est le fer. Combien de fer est-ce qu'une femme a aussi avant de couper le cordon ombilical, de le laisser le plus longtemps attaché Mm. pour que le plus de fer soit transmis au bébé avant de le couper? Toutes des petites choses comme ça que ça peut s'accumuler. Donc, de continuer les prénataux jusqu'à la fin de l'allaitement. C'est Ok. très important. Ouais. Et du coup, ça veut dire que avec une alimentation seule, tu considères qu'une femme qui allait, elle n'a pas assez en fait de nutriments, d'apport de nutriments pour pouvoir tenir le choc, on va dire. Excellente question. Elle pourrait, sauf que nos terres sont tellement dénutries de nos jours Mm. Ok. que c'est dur des fois. Tu sais, c'est comme, est-ce que tout va être cuisiné maison, bien cuisiné ou pas? Tu sais, c'est comme, c'est pas toujours facile. Est-ce qu'on va avoir assez de poissons? Quand on fait les vrais calculs, tu sais, des fois, on a l'impression, même moi, souvent je dis, ah, je mange sûrement bien. Puis là, des fois, on fait des défis dans le programme Vitalité pour moi. Au mois de mars à chaque année, c'est le mois de la nutrition. Donc là, le mois d'après, on fait un défi où on regarde vraiment, OK, est-ce qu'on est en train de le faire? Est-ce qu'on est vraiment en train de le faire ou pas? On le mesure un peu plus. On a comme un outil qui nous fait voir si on est en train de faire nos habitudes ou pas, qui nous permet de vraiment les instaurer. Donc, c'est vraiment comme sous forme de célébration, c'est le fun. Et même moi, des fois, quand je le faisais, je disais, ah ben oui, c'est vrai qu'il me manque, par exemple, moi, je parle beaucoup par les 6 couleurs. Chaque couleur de légumes vont avoir des différents nutriments. Donc,
c'est vraiment à ce moment-là que moi je remarquais souvent, c'est bizarre, mais l'orange, je le manquais. Puis il n'y avait aucune raison que j'en manque, mais je le manquais. Donc c'est des petites choses comme ça que même quand on a beaucoup de connaissances, on voit des légumes verts, etc., mais on oublie la variété qu'il faut avoir parce qu'on tombe un peu dans les mêmes recettes, etc. Donc Et puis en postpartum, on est fatigué. Et même si on a des bonnes habitudes avant, ce qui est ouais, déjà pas toujours le cas, mais même si on les a, c'est vrai que voilà, ce chamboulement de la naissance d'un enfant, ce changement de rythme, cette adaptation, cette hypervigilance constante fait que, en fait, on pense d'abord à son bébé et pas à soi, quoi. ouais. Et c'est pour ça que c'est juste bien comme base pour être sûr que tout va Mm. bien. Ok. Euh, Moi, je le conseille. Et parce que c'est très demandant. C'est pour ça que beaucoup de femmes vont perdre leur... Quand elles allaitent, vont perdre leur... Souvent, il y a des femmes qui disent, ah, je perds mon poids rapidement après ma grossesse. Et je dis, t'en fais pas. Juste de produire du lait va te demander tellement d'énergie que tu vas voir, ça va te faire tout doucement. Moi, ma mère, elle a toujours été le plus bas au niveau de son poids après ses allaitements. Ça a toujours été le plus bas qu'elle avait jamais été. Pas ça en Mm. demande beaucoup. Donc, de pas trop s'inquiéter de limiter l'alimentation ou quoi que ce soit. C'est pas le temps de perdre le poids dans la première année où on est en train d'allaiter. Mm. Le corps va faire ce qu'il a besoin de faire, puis laissons-nous le temps de s'ajuster, d'apprendre les premiers niveaux de développement du bébé. Il y a beaucoup, je sais pas si tu connais la méthode pas devant. Non. Padevan. On en a beaucoup parlé avec la chiro dans ma série YouTube et c'est vraiment comme quel genre de mouvement le bébé est supposé faire, comme par exemple quand il prend un aliment puis il l'amène Mhm. à sa bouche, juste son mouvement de yeux qu'il fait, ça D'accord. développe des réflexes primitifs qu'il faut qu'il soit sur le ventre le plus possible pour justement développer son cou que Mhm. moi j'ai pas fait assez parce que je suis très très nulle dans mon haut du corps. Donc, toutes des petites choses que le plus qu'on les fait dans notre première année, le plus qu'on en retient énormément. Ça, c'est quelque chose qui me passionne aussi beaucoup. Puis après, ben, c'est sûr que tout ce qui est le modeler, qu'est-ce que nous on mange. Justement, tout à l'heure, quand je parlais des 6 couleurs, il y a beaucoup aussi, je ne sais pas si en France ou en Europe, on en entend plus parler de la DME, la La diversification diversification. euh, Oui, par l'enfant. ME, menée par l'enfant, exact. Moi, j'ai plus le mot anglais, VLW, mais, euh, ça aussi, que l'enfant Oui. prenne lui, qu'il l'amène à sa Mm. bouche, que développer cette sensation de faim, c'est nous qu'on s'occupe de la qualité, mais eux s'occupent de la quantité. Le plus qu'ils nous voient manger quelque chose, là, il y a toute une section sur ce qu'on appelle un peu la néophobie, que c'est normal. Néo, c'est pour nouveau, et phobie, c'est peur. Donc, c'est Mhm. normal qu'un enfant ait une peur de tout ce qui est nouveau. C'est ce qui le sécurise quand il grandit, de pas, quand on était dans la jungle, de pas aller manger n'importe quoi. Donc, il va toujours regarder qu'est-ce que les autres mangent. Donc, le plus qu'on peut modéliser, les inclure à toucher les aliments, aller les choisir à l'épicerie. OK, est-ce qu'on a les 6 couleurs dans le panier? Le plus qu'ils les font pousser ou quoi que ce soit, le plus qu'ils vont avoir envie de les essayer. Mais aussi que ça prend minimum 13 fois Mm. si jamais ils aiment pas, ça peut changer beaucoup. Donc, de Oui. toujours comme pas mettre de pression, de finir l'assiette ou quoi que ce soit. Ça, on en a parlé aussi un peu avec la nutritionniste. Mais beaucoup de choses que, en tant que parent, avant, on nous a forcé. Finis ton assiette, commence par tes légumes, après tu auras ton dessert. Ça qui a créé des habitudes très malsaines, en fait, émotives autour de Mm. l'alimentation. Donc ça, c'est toutes des petites choses aussi. Même quand que la femme allaite, si elle est inquiète que l'enfant n'a pas assez d'alimentation, l'enfant le ressent. Et ça Oui. crée que l'enfant va vouloir manger plus pour réconforter la mère. Et donc, ils vont commencer au moment de l'allaitement, commencer à emmagasiner plus pour réconforter les autres. Il y a beaucoup Mm. de choses psychologiques Ouais. qui commencent très, très jeunes. Donc, de comment la femme se regarde dans son corps, l'enfant regarde, est-ce que si maman aime pas ses genoux et moi j'ai les mêmes genoux, toutes des petites Ouais. choses comme Ouais, oui, c'est vrai. ça. Ouais. Bon, on est parti un peu loin du microbiote, du coup. Mais enfin, voilà, le sujet est tellement vaste et puis ça touche tellement de choses. Ouais, vraiment, merci beaucoup pour tous ces apports que tu nous as offerts aujourd'hui.
parce que ça ouvre, je pense, des portes à plein de jeunes femmes qui nous regardent, à la fois celles qui sont enceintes, celles qui ont le projet de devenir enceintes, à la fois celles qui les accompagnent, Ouais. parce que c'est vraiment un sujet tellement important. Tu nous as montré que à tous les moments, du désir d'enfant jusqu'à après la naissance, en fait, ce microbiote, il est d'une importance fondamentale, quoi. Ouais, ouais. Donc, un grand, grand merci à toi. Je mettrai toutes les coordonnées où on peut te retrouver juste après. Et je vous invite vraiment à aller voir tout ce que fait Natacha. C'est vraiment super et d'une grande aide. Donc, un grand, grand merci à toi d'avoir partagé ce moment avec nous. Ça fait vraiment très, très plaisir. Merci de m'avoir invité. J'adore parler de ces sujets. Il y a tellement à dire des fois, faut qu'on... Il faut se concentrer. Donc, mais non, Un grand merci. merci.